Ce matin, l'Iran a frappé Yanbu en Arabie Saoudite avec une attaque de drone choquante. Cela peut vous surprendre, mais cela pourrait être l'attaque la plus critique que l'Iran ait menée ces derniers jours. Il y a un plan si sinistre derrière cette attaque qu'il pourrait plonger le monde dans un nouveau chaos. Vous serez choqués lorsque nous le révélerons bientôt. Mais d'abord, nous devons aborder la réponse historique que les responsables saoudiens ont donnée à ces attaques imprudentes. Le ministre des Affaires étrangères saoudien, Faisal bin Farhan Al Saoud, mettant de côté la courtoisie diplomatique, a jeté cette vérité glaçante au visage de Téhéran. Notre patience n'est pas illimitée. Affirmant que la stratégie insidieuse de Téhéran visant ses voisins ne s'est pas développée spontanément, mais fait partie d'un plan de guerre de plusieurs décennies. Le ministre saoudien a déclaré au monde que si l'Iran ne s'arrête pas, il ne restera plus de confiance à reconstruire à la table des négociations. De plus, Téhéran a mis le feu à des installations de GNL au Qatar et à des raffineries de pétrole au Koweït. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a fait retentir des sirènes d'alerte et a appelé les citoyens à évacuer vers les zones sûres les plus proches. Au même moment, une réunion des ministres des Affaires étrangères des principaux acteurs de la région se tenait à Riyad, et des déclarations ont suivi l'une après l'autre dès sa conclusion. La déclaration conjointe émise par la réunion, qui incluait la Turquie et le Pakistan parmi 13 pays participants, a déplu à l'Iran. Les ministres ont noté que les attaques visaient des zones civiles et des infrastructures dans les pays voisins, soulignant que de telles actions ne pouvaient jamais être justifiées en aucune circonstance, et ont appelé l'Iran à cesser ces attaques et à promouvoir la diplomatie pour désamorcer les tensions. En fait, l'Arabie saoudite s'était incroyablement bien préparée à cette grande destruction qui devait éclater tôt ou tard entre les États-Unis et l'Iran. L'aspect le plus critique de cette préparation était une merveille d'ingénierie massive qui assurait la sécurité énergétique de Riyad. Il existe une idée fausse courante, même dans certaines analyses, selon laquelle ce système consiste en un pipeline s'étendant depuis une route sous-marine. Cependant, nous devons clarifier la réalité et les défis techniques impliqués. Le système qui a sauvé l'Arabie saoudite n'est pas un pipeline sous-marin. C'est un immense pipeline terrestre qui traverse les déserts brûlants de la péninsule arabique d'est en ouest. Le pipeline Est-Ouest, ou comme on l'appelle communément, Petroline, mesure exactement 1200 km de long. Ce pipeline terrestre commence aux installations massives d'Abqaiq, situées sur la côte du golfe Persique dans l'est de l'Arabie saoudite. Il traverse ensuite le pays d'un bout à l'autre, atteignant le port de Yanbu sur la côte de la mer Rouge. Une fois le flux commencé, il faut environ 72 heures pour que le pétrole traverse le pays. Cette infrastructure terrestre de 1200 km a offert à l'Arabie saoudite un avantage stratégique incroyable face à la menace de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz. Au premier jour de la crise, les Saoudiens ont immédiatement augmenté la capacité de ce pipeline à son niveau maximum. En fonctionnant à des capacités beaucoup plus faibles dans des conditions normales, ce pipeline a atteint un chiffre d'exportation de 5,9 millions de barils par jour une fois la guerre commencée. En poussant la ligne à sa pleine capacité de 7 millions de barils par jour, elle a effectivement contourné le goulet d'étranglement du détroit d'Ormuz par elle-même. Les exportations de Yanbu ont augmenté de 330%. En une semaine, 25 supertankers ont chargé des cargaisons dans les ports de la mer Rouge. Le flux de pétrole a accéléré si rapidement que d'énormes files d'attente de supertankers ont commencé à se former dans les eaux de la mer Rouge en raison de cette augmentation spectaculaire du trafic de tankers. Cette situation a complètement contrecarré le plan de l'Iran de faire grimper les prix mondiaux du pétrole à des niveaux astronomiques par des attaques de missiles et de faire chanter l'Occident. Alors, d'où l'Arabie saoudite a-t-elle eu l'idée de construire ce projet terrestre massif ? Les racines de cette vision stratégique remontent en fait à des décennies, à un autre conflit dans la région. En 1981, au plus fort de la guerre Iran-Irak, les pétroliers dans le Golfe ont commencé à être attaqués. À cette époque, le gouvernement saoudien a fait face à la réalité que le détroit d'Ormuz pourrait un jour être complètement fermé. Ce pipeline terrestre de 1200 km a été construit en réponse directe à cette crise. Le projet a coûté 2,5 milliards de dollars à l'époque. En monnaie d'aujourd'hui, nous parlons d'environ 8,5 milliards de dollars. Sa capacité a été continuellement augmentée au fil des ans. L'Arabie saoudite a dû protéger ce pipeline non seulement contre les menaces directes de l'Iran, mais aussi contre les attaques asymétriques de divers acteurs au fil des ans. En particulier, les vagues d'attaques lancées par les Houthis soutenus par l'Iran via le Yémen à partir de 2023 ont constitué un test majeur pour les Saoudiens. Le 26 septembre 2023, lorsque les Houthis ont attaqué les forces de défense de Bahreïn près de la frontière saoudienne avec des drones, l'ampleur de la menace a de nouveau été révélée. Les cibles des Houthis ne se limitaient pas aux bases militaires.
Les installations de production de pétrole dans l'est de l'Arabie Saoudite, y compris des centres majeurs comme Abqaiq et Ras Tanura, étaient également sous un feu constant. Au cours des premiers mois de 2024, des attaques de drones ont été lancées à plusieurs reprises contre les installations de Ras Tanura et Abqaiq. La plupart de ces attaques ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne saoudiens. Cependant, tout ce processus a envoyé un message très clair à la direction saoudienne. Il ne suffisait pas de transporter le pétrole en toute sécurité par voie terrestre. Il était essentiel de protéger ces installations et pipelines massifs d'un potentiel désastre venant du ciel. C'est précisément à ce moment-là que la nouvelle stratégie stupéfiante de l'Arabie Saoudite est entrée en jeu. Dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salman, cette nouvelle doctrine militaire reposait sur le principe de ne pas rester dépendant d'un seul pays. À partir du 28 février 2026, l'Arabie Saoudite a complètement verrouillé son espace aérien. Comme première mesure, les systèmes de défense aérienne Patriot et Tchad, fabriqués aux États-Unis, ont été activés à pleine capacité dans la région orientale, la capitale Riyad et la région stratégique d'Al-Kharj. Cependant, les Saoudiens savaient que les systèmes américains seuls ne seraient pas suffisants et qu'ils avaient besoin de solutions différentes, surtout contre les essaims de drones asymétriques. C'est pourquoi ils ont pris des mesures surprenantes qui entreront dans l'histoire de la diplomatie mondiale. Début mars 2026, alors que l'attention du monde entier était concentrée sur le conflit entre les États-Unis et l'Iran, l'Arabie Saoudite s'est assise à la table des négociations avec un pays très différent. Ils ont signé un accord massif avec l'Ukraine, une nation qui lutte pour sa propre existence et qui possède une expérience pratique incroyable en défense aérienne. Cet accord couvrait la livraison urgente de missiles intercepteurs de nouvelle génération, fabriqués en Ukraine à l'Arabie Saoudite. En apportant directement l'expérience de l'Ukraine, acquise au cours d'années de lutte contre les drones russes dans ses propres déserts, l'administration de Riyad a créé un bouclier unique contre les drones iraniens. Les préparatifs ne se sont pas arrêtés là. L'Arabie Saoudite a immédiatement activé son pacte de défense secret avec le Pakistan, une puissance nucléaire de la région. Des systèmes de défense aérienne et du personnel militaire spécialisé appartenant à l'armée pakistanaise ont été déployés sur le territoire saoudien pendant les jours les plus intenses de la crise. C'était un message très dur et clair pour Téhéran. Si vous attaquez le territoire saoudien, vous ferez face non seulement à Riyad, mais aussi à Islamabad. Cependant, ce n'était pas la plus grande surprise des Saoudiens. Riyad, cherchant à contrer les guerres asymétriques futures avec ses propres armes, a serré la main de la puissance mondiale, la Chine. Une immense installation de production de drones fabriqués en Chine a été discrètement établie à Jeddah. Tout cet accroissement militaire, cette diversification des risques diplomatiques et ce réseau de défense à plusieurs niveaux étaient la preuve la plus claire que l'Arabie Saoudite avait effectivement prévu la tempête qui allait éclater. Si vous pensez que cette histoire se limite à l'Arabie Saoudite seule, vous manquez la véritable surprise, car il y a un deuxième et bien plus critique poignard qui a contrecarré le bluff de l'Iran sur l'étranglement du détroit. Nous parlons d'une route de contournement stratégique traversant le cœur des Émirats arabes unis, le pipeline Habshan-Fujairah, ou comme il est connu dans l'industrie, le pipeline de pétrole brut d'Abu Dhabi. Ce n'est pas un projet d'infrastructure ordinaire. C'est une ligne de vie stratégique s'étendant des champs pétrolifères de Habshan à l'intérieur d'Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah sur la côte du golfe d'Oman, contournant complètement le détroit d'Ormuz. Longue d'environ 360 à 400 km et d'un diamètre de 48 pouces, cette structure massive a été achevée en 2012 avec un investissement de exactement 3,3 milliards de dollars. Géré par la Compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi, ce pipeline livre directement le précieux pétrole brut Murban des Émirats arabes unis à Fujairah. Alors, pourquoi Fujairah? Parce qu'elle est située en dehors du détroit d'Ormuz. Avec une capacité de stockage d'environ 18 millions de mètres cubes, Fujairah est l'un des plus grands centres d'approvisionnement en carburant au monde. Cela signifie que les pétroliers peuvent charger du pétrole et continuer leur voyage sans jamais entrer dans le dangereux golfe Persique, qui se trouve à portée des missiles iraniens et sans que les primes d'assurance ne montent en flèche. Avant la crise, ce pipeline fonctionnait généralement à un niveau confortable d'1 à 1,1 million de barils par jour. Cependant, lorsque la crise du détroit d'Ormuz a éclaté début mars 2026, les Émirats arabes unis sont intervenus. La capacité du pipeline a été rapidement augmentée au-delà de son niveau nominal d'1 500 000 barils et verrouillée à la limite maximale opérationnelle d'1 800 000 barils par jour. L'Iran, bien sûr, n'est pas resté les bras croisés face à cette manœuvre stratégique. À la mi-mars, par désespoir, ils ont lancé des attaques de drones visant directement le port de Fujairah. Les opérations ont été temporairement suspendues en raison des incendies qui se sont déclarés au port entre le 14 et le 16 mars.
ADNOC a rapidement maîtrisé les dégâts et a repris les opérations en quelques heures. Bien que les attaques asymétriques de l'Iran menaçaient la sécurité de l'oléoduc, la majeure partie de la production quotidienne des Émirats arabes unis avant la crise, soit 3,4 millions de barils, a été détournée avec succès hors du Golfe. Le brut Murban a continué de couler sans interruption vers les marchés asiatiques tels que la Chine et l'Inde. C'était le deuxième plus grand mouvement pour désamorcer la panique massive anticipée sur les marchés mondiaux. Maintenant, prenons ces chiffres et intégrons-les dans le contexte plus large. Le pipeline Petroline d'Arabie Saoudite et le pipeline Habshan Fujairah des Émirats arabes unis offrent ensemble une capacité de contournement combinée d'environ 8,8 millions de barils. Alors, ce chiffre couvre-t-il les 20 millions de barils qui passent normalement par le détroit d'Ormuz chaque jour? Non. Selon les analyses technologiques de L-Energic, ce volume peut remplacer environ 20% à 35% du trafic d'Ormuz. Il y a un déficit, oui, mais le problème n'est pas de couvrir l'ensemble du volume. Il s'agit de gérer la psychologie du marché et de prévenir un scénario apocalyptique mondial. Cependant, nous devons également exposer une réalité géopolitique très dure ici. L'Arabie Saoudite a en grande partie contrecarré ce plan apocalyptique. Oui, mais pas entièrement. Les répliques de la crise continuent de secouer le système mondial jusqu'à son cœur. Car bien que les oléoducs Petroline et ADCOP aient sauvé le pétrole saoudien et émirati, les ports du Koweït, du Qatar et de l'Irak restent paralysés. Il y a actuellement exactement 400 navires commerciaux massifs bloqués dans les eaux du Golfe, incapables de bouger. Les prix du pétrole n'ont pas atteint ce scénario catastrophique de $200. Cependant, ils restent bloqués au-dessus de $100 dans une zone dangereuse. Les répercussions de cette situation sur la chaîne d'approvisionnement mondiale sont rien de moins que chaotiques. En raison de la flambée des coûts de l'énergie, le Pakistan a été contraint de fermer les écoles. En Inde, les restaurants ont fermé en raison des restrictions énergétiques. Le gouvernement thaïlandais a officiellement interdit l'utilisation des ascenseurs dans les bâtiments pour économiser l'électricité. La panique mondiale a atteint une telle ampleur que l'Agence internationale de l'énergie a été contrainte de procéder à la plus grande libération de stocks d'urgence de son histoire. 400 millions de barils de pétrole ont été libérés sur le marché. La situation en Iran est elle-même un désastre complet. Le pipeline Petroline d'Arabie Saoudite et les pipelines Habshan Fujairah des Émirats arabes unis ont sérieusement compromis la stratégie de l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz. C'est là que le coût économique le plus dévastateur a été porté. Grâce à ces pipelines, qui peuvent contourner environ 30 à 40% des 20 millions de barils qui passent normalement par le détroit d'Ormuz chaque jour, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont pu détourner une partie significative de leur production vers des routes alternatives. Par conséquent, l'approvisionnement mondial en pétrole ne s'est pas effondré et les prix sont restés autour de 100 à 120 $ par baril plutôt que dans la fourchette de 150 à 200 $ qu'espérait l'Iran. Les exportations de pétrole de l'Iran ont cependant subi un coup sévère, notamment après l'attaque sur l'île de Kharg, et la principale source de revenus du régime a été considérablement réduite. Sur le plan militaire, ces pipelines ont directement sapé l'avantage asymétrique de l'Iran. Depuis le début de l'opération Epic Fury menée par les États-Unis, plus de 7000 cibles stratégiques ont été frappées sur le sol iranien. Plus de 100 navires de guerre iraniens et embarcations d'attaque rapide, qui exhibaient autrefois leur puissance dans le Golfe, reposent maintenant au fond de l'océan. Le réseau de défense aérienne très vanté de l'Iran s'est complètement effondré. Une seule phrase du briefing calme du secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, au Pentagone a gravé la situation dans l'histoire. L'armée de l'air iranienne n'existe plus. De plus, l'Iran a lancé plusieurs attaques de drones ciblant spécifiquement le port de Fujairah aux Émirats arabes unis pour perturber les routes alternatives, provoquant des arrêts opérationnels temporaires. Cependant, ADNOC a rapidement contenu les dégâts et a rétabli les opérations. Cette situation a exposé les limites du bluff de l'Iran. Je ferme complètement le détroit d'Ormuz et a laissé Téhéran dans une position désespérée. En même temps, cela a poussé l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis à rechercher des systèmes de défense aérienne plus avancés et de nouvelles alliances. Politiquement, cependant, le coup le plus durable a été porté ici. Ces routes de contournement ont rendu l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis économiquement plus résilients, sapant sérieusement la revendication de l'Iran à l'hégémonie régionale. Cela a encouragé les pays du Golfe à s'engager dans une coopération énergétique et sécuritaire plus étroite avec l'Occident. En réponse à ce développement, l'Iran a directement ciblé les installations énergétiques de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis et a émis des avertissements d'évacuation. Cependant, ces menaces n'ont servi qu'à isoler davantage Téhéran. Le régime a vu sa propagande « Je contrôle la région » s'effondrer et son espace de manœuvre diplomatique se réduire sous la pression économique.
Alors, savez-vous qui est sorti comme le grand gagnant de cette crise au milieu de l'ingénierie, de la destruction militaire et du chaos mondial dans le Golfe? La réponse réside dans la réalité brutale et hypocrite de la géopolitique. Les prix du pétrole n'ont pas atteint 200 $ grâce aux Saoudiens, mais ils ont augmenté de 60% par rapport au niveau d'avant la crise. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Moscou gagne 60% de plus sur chaque baril de pétrole qu'il vend. La Chine ne peut-elle pas obtenir du pétrole du Golfe parce que le détroit d'Ormuz est fermé? Aucun problème, la Russie pompe de l'énergie directement vers la Chine via l'oléoduc Espo et le gazoduc Force de Sibérie, sans interruption et d'une manière qu'aucune marine ne peut bloquer. Grâce à ce transfert massif d'énergie, le commerce rouble-yuan bat tous les records historiques. C'est là que la grande stratégie de Poutine entre en jeu. Vladimir Poutine amasse une fortune sans précédent grâce au désastre de son allié, l'Iran. Un flux de trésorerie massif, suffisant pour financer la guerre en Ukraine et soutenir l'économie de guerre en déclin de la Russie, afflue directement dans les coffres du Kremlin. La Chine est également discrètement du côté gagnant à cette table. Alors que Pékin sécurise les approvisionnements énergétiques de la Russie via des pipelines, elle s'empare simultanément des dernières gouttes de pétrole restantes en Iran, un pays acculé, avec l'île de Karg frappée et son économie paralysée, à un rabais de 30 à 40%, pratiquement gratuitement. En résumé, la situation militaire et stratégique actuelle à la table est la suivante. Les installations nucléaires de l'Iran ont été frappées par des bombardiers B-2. Sa marine a été envoyée au fond de l'océan. Le détroit d'Ormuz, son plus grand levier, a été largement neutralisé par le pipeline saoudien. Ses réseaux de défense aérienne se sont effondrés. Le Hezbollah, l'une de ses forces proxy les plus fiables, a subi de lourds dégâts, tandis que l'influence des Houthis ne s'est pas étendue au-delà des frontières régionales. Alors, pourquoi Téhéran refuse-t-il toujours de négocier alors qu'il ne lui reste rien? Tout ce qui reste, ce sont des attaques asymétriques, des drones suicides, des missiles côtiers et des mines sous-marines aveugles. Et ceux-ci ne gagnent pas une guerre pour un État, ils ne font que prolonger la souffrance. Mais pour les gardiens de la révolution iranienne, prolonger la souffrance est précisément l'objectif principal, car chaque jour qui passe, l'économie de guerre remplit les coffres des commandants. Chaque pétrolier du marché noir saisi dans le détroit d'Ormuz devient une source directe de revenus pour les gardiens de la révolution islamique. Chaque jour qui passe sert d'outil pour compliquer une solution diplomatique. La table des négociations démantèlerait les gardiens de la révolution islamique. La guerre, cependant, les protège. C'est précisément pourquoi l'Iran rejette les négociations, et c'est pourquoi la guerre continuera. Alors, que pensez-vous de ce jeu d'échecs géopolitique unique et des guerres énergétiques? Ces pipelines en acier au milieu du désert ont-ils modifié de façon permanente l'équilibre mondial des pouvoirs? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Pour être informé instantanément des analyses exclusives en coulisses de TGN, veuillez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci de nous avoir choisis.